Je suis Mohamed Doudouchi, je suis maître de conférence en maladies infectieuses. Je travaille à l'université André Salifou et je suis chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital national de Zender. Zender, c'est au Niger, c'est tout au sud du Niger, vers la frontière avec le Nigeria. Et dans cette zone-là, il y a beaucoup de déplacements de population et la région des Inders est frontalière avec la région des Difa, avec les conflits de Boko Haram. Donc, cette zone, elle reçoit beaucoup de déplacés liés au conflit de Boko Haram dans la région des Inders, mais aussi c'est une zone de migration, une migration qui concerne les femmes et les enfants qui vont vers le Nigeria et des fois vers l'Afrique du Nord. C'est très important ce que je viens de dire parce qu'en fait, l'épidémiologie et la récurrence des épidémies dans cette zone est intimement liée à ces facteurs parce que le déplacement des populations engendre en fait beaucoup d'enfants zéro dose donc qui n'ont pas reçu d'antigènes, mais aussi les conflits font que les centres de santé sont désertés et donc même quand les populations vont pour chercher l'offre de soins, donc ces centres de santé sont pratiquement abandonnés par les agents de santé. Donc ces phénomènes-là ont accentué la baisse de la couverture vaccinale, mais aussi l'effet de la COVID-19, comme vous le savez, avec les difficultés en approvisionnement des centres de santé. Bref, cela a expliqué vraiment la récurrence, la recrudescence de l'épidémie de diphtérie que Excusez-moi, nous avons. désolé, Oui, je vais pas. Oui, votre écran n'est pas partagé. oui. Je sais que je vais partager. Ah, Donc, ça a accentué ces phénomènes épidémiques et du coup, on a publié récemment un papier là-dessus sur la résurgence de l'épidémie de diphtérie dans la région des Inders et c'est ça que Suleiman vous a partagé les liens dans le chat. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui va porter essentiellement sur la prise en charge, mais je vais prendre un peu de temps pour rappeler la clinique, sachant que c'est une affection certes ancienne, mais qui a pratiquement disparu, qui n'a pas beaucoup été enseignée dans les facultés de médecine du fait que sa prévalence a beaucoup diminué. Donc, je vais un peu rappeler les signes cliniques, un peu l'épidémiologie euh, avant d'aborder la prise en charge. Je vais partager mon écran. Tu me diras ainsi si vous avez mon écran. Est-ce que mon écran est partagé le professeur s'est partagé. Vous pouvez le mettre en mode diaporama. en mode diaporama? Ok. Est-ce que je suis en mode diaporama? Oui, professeur. C'est C'est en mode diaporama? professeur. Ok, merci beaucoup. Bonne présentation. Merci. Alors, cette présentation va être articulée autour du plan suivant. Je vais d'abord un peu rappeler la situation épidémiologique de la diphtérie dans le monde, faire un rappel sur la bactérie responsable de la maladie, notamment le Corynebacterium. Et en troisième partie, je vais aborder donc la prise en charge. Parce que j'en aurai pour à peu près 20 à 25 minutes. La situation épidémiologique de la diphtérie depuis le début de cette vague épidémique, euh, à peu près 15 460 cas de diphtérie ont été rapportés de par le monde, ce qui fait qu'il y a un nombre cumulé de cas suspects de 7 611 et à peu près 7 500 cas confirmés de diphtérie. On enregistre malheureusement jusqu'à plus de 1000 décès liés à, plus de 1000 décès liés à cette affection. Alors, sur cette carte, on voit les pays où la maladie est vraiment en début, où elle a entraîné vraiment de grosses vagues épidémiques. C'est principalement le Niger, le Nigeria, la Guinée, l'Algérie, le Mali.
Sur les gros points que vous voyez sur la carte, eh bien, ce sont les zones où on a enregistré plus de 1000 cas de diphtérie. Et comme vous le voyez sur cette, j'ai utilisé le pointeur. Comme vous le voyez avec ce pointeur-là, cette zone sud du Nigeria et du Niger, c'est principalement dans cette zone qu'il y a eu le plus grand nombre de cas de diphtérie. Alors, quand on regarde sur ce graphique la région de Kano au Nigeria, l'état de Kano au Nigeria, quand on regarde de la semaine 2 à la semaine 39, eh bien, dans cette zone-là, vous remarquerez qu'entre la semaine 2 et la semaine 39, à peu près 9340 cas de diphtérie ont été recensés. En bleu foncé, ce sont le nombre de cas hospitalisés et en bleu clair, ce sont les nombres de cas qui sont suivis à la maison. Pour un peu rappeler l'intérêt vraiment d'une décentralisation de la prise en charge de la diphtérie à cause de son risque épidémique, quand ils ont commencé à chercher les cas dans les domiciles, à faire une prise en charge intradomiciliaire, vous voyez sur les 9340 cas, c'est pratiquement les 75% qui ont été identifiés entre la semaine 27 et la semaine 39. Au Niger, on a dans la région des Inders, depuis mars 2022 jusqu'à la fin du mois de décembre 2023, on a enregistré à peu près 1950 cas de diphtérie. Euh, ouais, il y a énormément de cas rapportés dans les districts, mais nous, ici, au niveau de l'hôpital national des Inders, on a enregistré 250 cas de diphtérie en hospitalisation. Les facteurs de risque pour la survenue de l'épidémie, regardez sur cette carte les couvertures vaccinales en DT. Le DT, c'est le vaccin contre la diphtérie qui est, selon les pays, associé ou non au tétanos. Vous regardez les zones dans lesquelles vous avez une couverture en une seule dose de DT. Donc là, c'est la couverture avec une seule dose de DTP, les vaccins contre la diphtérie. Ce sont les pays comme ça. Mais regardez, dès qu'on passe à une couverture en 3 doses de Corynebacterium, on voit que les pays qui sont sur la carte en jaune et en rouge foncé, en rouge bordeaux, ce sont les pays qui, la couverture en DTP est très basse. Et malheureusement, ce sont ces pays-là également qui enregistrent le plus grand nombre de cas de diphtérie. Donc, un peu pour dire que vraiment, cette maladie, l'émergence de la diphtérie est intimement liée à la baisse de la couverture vaccinale qui elle-même est liée, en tout cas pour le cas du Niger, au phénomène que j'avais cité dans mon propos introductif. Le seuil épidémique de la diphtérie est déjà atteint lorsqu'on a un cas confirmé au laboratoire. Il faut déclencher une réponse de santé publique. Donc, dès qu'on a 2 cas qui sont liés temporairement et géographiquement, avec entre ces 2 cas, un cas qui a été confirmé au laboratoire, on peut déjà déclarer l'épidémie de diphtérie. C'est une maladie qui est vraiment très, très contagieuse. Vous avez vu le R0 qui atteint jusqu'à 4,3. Le R0, ça veut dire c'est le nombre de... Ça veut dire qu'un patient peut contaminer jusqu'à 4 autres patients. Donc, c'est une maladie assez contagieuse. Et les délais entre l'apparition des symptômes dans les cas successifs varient à peu près entre 7, à peu près à 7,8 jours. Ça permet à la maladie vraiment de se propager rapidement. En termes de vulnérabilité, c'est surtout les enfants de moins de 15 ans qui sont les plus exposés et puis les adultes de plus de 40 ans. Maintenant, je vais parler de la maladie et de sa pathogénie. Alors, la maladie est liée à une bactérie qu'on appelle Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, donc c'est cette grande famille de Corynebacterium. Il y en a d'autres, hein. Il y a Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium pseudotuberculosis. Mais ce matin, moi, je parle uniquement de Corynebacterium diphtheriae. À la différence des autres, celui-là, il est strictement humain. Les autres ont plutôt une transmission, sont plutôt des zoonoses. Alors, Corynebacterium diphtheriae est un bacille gram positif. Il sécrète une exotoxine qu'on appelle la toxine diphtérique.
Et cette toxine diphtérique-là est intimement liée à la gravité des symptômes. Plus il y a une sécrétion importante de la toxine diphtérique, plus les symptômes sont importants. C'est cette toxine diphtérique qui va entraîner l'apparition des pseudomembranes. En fait, dans le métabolisme de la bactérie, elle a besoin de fer. Et donc, la toxine va léser les cellules, aller au niveau du cytochrome cellulaire pour chercher du fer pour le métabolisme de la bactérie, ce qui explique donc l'apparition des fausses membranes qui ne sont rien d'autre que le résultat des cellules mortes, des globules blancs et de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, la contagiosité de la maladie et la sévérité de la maladie sont intimement liées à la toxine diphtérique. Corynebacterium, en termes de transmission, il est présent dans le rhinopharynx, sur les lésions cutanées pendant à peu près quelques semaines, y compris chez les individus qui sont asymptomatiques. Et ça, c'est extrêmement important. Pour Corynebacterium, donc, le réservoir est exclusivement humain pratiquement. Le mode de transmission, c'est fait par les gouttelettes de fluide lorsque vous êtes en contact avec une personne qui est infectée. Donc, la diphtérie entre vraiment dans les maladies à transmission respiratoire. Mais malheureusement, Corynebacterium peut survivre sur des surfaces inanimées pendant à peu près 7 jours à 6 mois. Ça veut dire que sur nos lits d'hospitalisation, sur nos chariots, sur nos stéthoscopes, c'est bien possible de porter Corynebacterium pendant 7 jours à 6 mois. En termes de physiopathologie, après contamination, après un contact avec une personne infectée, eh bien, la bactérie va se multiplier au niveau du rhinopharynx de la personne. Elle va produire la toxine diphtérique. Et cette toxine qui est produite va avoir une action nécrosante sur les tissus avoisinants. Elle va ainsi créer l'apparition des fausses membranes. Alors, il y a deux phénomènes. La toxine peut diffuser dans le sang et entraîner donc une toxicité principalement au niveau du rein, au niveau du cœur et au niveau du système nerveux central. Donc, ce sont les principaux organes qui sont atteints dans la diphtérie et c'est ça des fois qui explique la forte mortalité liée à la maladie. C'est vraiment les complications rénales, cardiaques et les complications neurologiques. Mais en dehors de la toxine, la bactérie elle-même peut diffuser dans le sang et aller se localiser au niveau du cœur, entraînant des endocardites ou bien au niveau ostéo-articulaire. L'histoire naturelle de la diphtérie. Alors, sur cette diapositive, on voit qu'une fois que vous êtes en contact avec la bactérie, avec Corynebacterium, à peu près 30% des personnes, après le contact avec la maladie, ne vont pas développer des symptômes. Ils vont juste faire un portage, on va dire, symptomatique, asymptomatique des symptômes. Mais quand même, ces personnes peuvent contaminer d'autres personnes et les rendre malades. Par contre, 70% des personnes infectées vont devenir symptomatiques et parmi ces 70% qui développent des formes symptomatiques, 20% vont être des formes modérées. Et ces formes modérées donc, vont se traduire par le portage respiratoire asymptomatique. Et malheureusement, 80% de ces personnes vont présenter après 2 à 3 jours déjà l'apparition des fausses membranes comme on le voit sur cette figure, l'apparition de ces fausses membranes. Et malheureusement, après l'apparition de ces fausses membranes, on a à peu près 15% de complications cardiaques, 20% de complications neurologiques et encore 40% d'atteintes rénales. Malheureusement, chez ces personnes-là, en l'absence d'utilisation d'un traitement adéquat, la mortalité varie entre 5% et 50%. Au début de l'épidémie, au service des maladies infectieuses de l'hôpital national des Indes, on avait une mortalité qui atteignait malheureusement jusqu'à 30% des malades, mais qui a significativement baissé avec l'arrivée de l'antitoxine diphtérique. En termes de signes, le début de la maladie est donc progressif. Ça commence par une fièvre,
disons, modérée, avec un peu de frisson, le malade a froid, avec une tachycardie. Un signe important, c'est la dysphagie. Des fois, c'est ça qui amène les patients à l'hôpital. Le patient a du mal à avaler. Il y a même une douleur, des fois, quand il essaie d'avaler. Donc, vous pouvez imaginer, c'est à cause de ces fausses membranes-là qui apparaissent sur le rhinopharynx, sur la gorge, qui empêchent donc la personne d'avaler. Et ces fausses membranes, des fois, elles saignent au contact, donc c'est vraiment douloureux. Le patient présente des signes digestifs en termes à type de nausées, de vomissements et de céphalie. À la phase d'état, le principal signe caractéristique de la diphtérie, les signes phares, c'est l'apparition des fausses membranes. Les fausses membranes, elles sont blanches ou blanc jaunâtres, elles sont épaisses, les fausses membranes, et elles adhèrent vraiment fortement à la paroi. Quand vous essayez de les mobiliser, de les gratter, elles peuvent saigner. Elles peuvent saigner puisqu'on le verra plus loin que la diphtérie entraîne une atteinte cellulaire, en particulier sur les plaquettes pour entraîner une thrombopie. Ces fausses membranes recouvrent le pharynx et les amygdales. Elles deviennent grisâtres et verdâtres donc à cause de la putréfaction sur les voies digestives, voire noirâtres d'allure nécrotique, avec vraiment des sécrétions muqueuses au niveau du pharynx et l'apparition d'adénopathie cervicale, des grosses adénopathies. On a en plus au niveau du cou un œdème facio-cervical avec le fameux aspect de cou de taureau. Le malade présente une dyspnée, un stridor et une voix rauque. La laine est fétide. Alors qu'en ce moment, vraiment, c'est des formes graves de diphtérie. Le malade vient avec un cou qui est énorme à cause de l'œdème cervical, mais aussi à cause des adénopathies cervicales. Voici quelques images de diphtérie des malades que nous avons eu à prendre en charge à l'hôpital national des Indes. Vous regardez ici sur cette image tout à gauche, au niveau des narines, ces fausses membranes, ce sont ces couches blanchâtres-là qui sont au niveau des fosses nasales. Et à l'intérieur de la gorge, vous voyez tout au fond ces fausses membranes. Vous voyez quand on met un peu la baisse-langue pour les mettre en évidence, ça entraîne un saignement parce qu'elles sont vraiment fortement adhérentes, ce qui les différencie totalement de la candidose buccale. C'est cette image, vraiment, voici, donc c'est ça qu'on appelle les fausses membranes qui sont liées à l'effet de la toxine diphtérique. En termes de diagnostic, sur le plan clinique, il faut savoir que la période d'incubation de la diphtérie varie à peu près de 2 à 7 jours. Cette période-là n'est pas la période vraiment contagieuse en l'occurrence. Le malade est surtout contagieux après cette période d'incubation. La semaine qui va suivre, la contagiosité est assez élevée et c'est pendant cette période-là qu'on observe des signes cliniques. Mais le malade continue à être contagieux malheureusement jusqu'à à peu près 5 semaines. Mais plus les symptômes diminuent, plus la contagiosité, la contagiosité, elle aussi, elle baisse. En termes paracliniques, vraiment, il faut utiliser des écouvillons pharyngés pour faire le diagnostic de la diphtérie. Il faut aller gratter les fausses membranes, faire les prélèvements et envoyer en laboratoire pour la culture. Il faut le faire au moment où le malade est symptomatique. Donc, ces prélèvements-là peuvent être conservés entre 15 et 25 degrés Celsius. Il faut les amener au laboratoire dans les 48 heures. Et là, donc, le transport s'effectue donc à température relativement 15 à 25 degrés Celsius. C'est quand même possible dans nos hôpitaux. Les écouvillons prélevés dans les zones inflammées de la gorge ou du nouveau pharynx. Et en cas si vous avez des fausses membranes, il faut frotter sur ces fausses membranes-là. Il faut faire la culture et l'antibiogramme. C'est très important de faire la culture et l'antibiogramme et de chercher aussi si la bactérie, le corynebacterium, est une souche qui produit une toxine. Parce que si ce n'est pas une souche qui est toxinogène, a priori, elle ne devrait pas être symptomatique et l'antibiogramme, c'est important pour savoir quel type d'antibiotique il faudra utiliser. Je le rappelle, l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest, la bactérie est totalement résistante à la pénicilline.
Il ne faut pas confondre la diphtérie avec certaines affections, notamment l'angine streptococcique, l'angine de Vincent ou la candidose buccale ou l'épiglottite. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la prise en charge de la diphtérie. Le but de ce traitement, c'est de détruire la toxine diphtérique, d'éradiquer la bactérie, de prévenir ou traiter les complications et d'éviter la propagation de la maladie. Et pour atteindre ce but, on a des moyens, et c'est principalement l'antitoxine diphtérique. Vraiment, connaître la prise en charge de la diphtérie, c'est connaître l'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Cette antitoxine est administrée dès l'admission du malade. L'erreur, des fois, c'est de dire qu'il faut l'administrer aux personnes qui sont graves. Donc, la toxine diphtérique doit être administrée à tous les patients qui sont symptomatiques de la diphtérie. C'est extrêmement important. Elle détruit la toxine circulante, elle n'a pas d'effet sur la toxine qui est déjà fixée. Son administration précoce réduit considérablement la durée de la maladie, mais c'est surtout ça diminue la létalité. Toutes les études concourent à dire que la létalité de la diphtérie est diminuée avec l'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Cette létalité varie pratiquement de 50% à 5% avec l'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Stoppe l'évolution des fausses membranes dans moins de 24 heures. Les posologies de cette antitoxine, c'est très important. Quand vous recevez les malades avec une atteinte uniquement au niveau du larynx ou du pharynx avec une durée d'évolution de moins de 48 heures. Donc, c'est vraiment les malades que vous recevez avec un bon état général qui ont juste une sensation de quelquefois quelque chose qui coince au niveau de la gorge. Vous regardez, vous avez un peu de fausse membrane avec une inflammation du larynx. Ces malades-là, il faut leur administrer de l'antitoxine. L'antitoxine, les ampoules, ce sont des ampoules de 10 unités internationales pour le moment qui sont disponibles en Afrique. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 40 000 unités internationales quand ce sont ces genres de patients. J'expliquerai plus loin comment est-ce qu'il faut administrer la molécule. Quand on a une atteinte nasopharyngée, donc vous avez un peu de fausse membrane dans le nez, mais aussi dans le pharynx, en ce moment, il faut utiliser des posologies un peu plus élevées d'antitoxines. Il faut aller jusqu'à 60 000. Mais dans la plupart des cas, vous allez recevoir des malades qui sont à ce stade, au stade où on a un œdème cervical qui est étendu, une durée d'évolution qui dépasse 48 heures. Ce sont les classiques patients qui viennent avec le cou de taureau, avec un œdème cervical et des adénopathies cervicales, des malades qui ont des signes de détresse respiratoire. Et bien, chez ces malades-là, il faut utiliser de fortes doses d'antitoxine diphtérique. Il faut aller jusqu'à 100 000 unités d'antitoxine, soit 10 ampoules. La toxine diphtérique, elle est administrée en dose unique, une seule fois. Il ne faut pas administrer matin et soir, il faut donner en une seule fois. Il faut diluer le produit dans du sérum salé isotonique. Si c'est un enfant, dans 250, et si c'est un adulte, il peut utiliser 500 millilitres de sérum salé isotonique. Il faut administrer à peu près en 2 à 4 heures. Alors, ça nous est arrivé chez les tout petits, quand ils ont la diphtérie, de ne pas administrer en une seule dose pour ne pas qu'ils reçoivent de fortes quantités de liquide. Par exemple, si vous devez faire 100 000 unités dans 500 cc, peut-être que c'est mieux de faire matin et soir chez les tout petits. Mais il faut administrer quand même en moins de 24 heures. Malheureusement, l'utilisation de l'antitoxine n'est pas dénuée d'effets secondaires. On a principalement trois principaux effets secondaires, c'est notamment la réaction pyrogénique, et la réaction anaphylactique et la maladie sérique. C'est pas facile à manœuvrer, ces genres de réactions. Euh, pour la réaction pyrogénique, vous connaissez certainement. Parce que déjà, avec le vaccin antivenimé, le sérum antivenimé, on observe des fois ces genres de réactions. Au cours de la première heure, quand vous mettez le produit, le patient présente un peu de fièvre avec des frissons. Il se
train de céphaler, une hypotension des fois qui est très inquiétante. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez ces genres de réactions-là, il faut donc administrer des antipyrétiques pour diminuer la fièvre et surtout ralentir les rythmes de perfusion de l'antitoxine. C'est ce que nous, on a fait. Il faut, en ralentissant les rythmes de la perfusion, déjà, les signes peuvent rentrer dans l'ordre. On peut observer une réaction anaphylactique. Malheureusement, vous le voyez, c'est quand même 2 à 3% des patients qui peuvent présenter une réaction anaphylactique avec des signes cutanés ou muqueux, ou bien des fois les deux associés avec carrément un tableau d'insuffisance respiratoire, d'hypotension avec dysfonction d'organes. Et chez ces patients-là, il faut rapidement réagir en administrant de l'épinéphrine et de l'hydrocortisone. Alors, l'épinéphrine, comment est-ce qu'elle doit s'administrer? Chez l'enfant de moins de 6 ans, il faut administrer 0,15 millilitres que vous répétez après 5 minutes si vous n'avez pas une tension qui remonte. Chez l'enfant de plus de 12 ans, il faut faire 0,5 millilitres à répéter chaque 5 minutes au besoin. Et de l'hydrocortisone à administrer chez l'enfant, 2 mg par kilo par voie intraveineuse toutes les 4 heures. Et chez l'adulte, 200 mg en IV également toutes les 4 heures pour contrôler cette réaction anaphylactique. Et les derniers effets secondaires sur lesquels je vais parler, c'est la maladie sérique qui survient un peu plus tard, à peu près 1 semaine à 3 semaines après l'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Mais il faut savoir que la maladie sérique est liée au fait que c'est le sérum l'antitoxine diphtérique, elle est d'origine équine. Donc, les malades qui ont déjà réussi, par exemple, le sérum antivenimé vont être plus susceptibles de développer cette réaction sérique que les malades qui n'ont pas été préalablement exposés aux produits d'origine équine. Il y a deux formes de maladie sérique. La forme légère, où c'est une petite fièvre avec des éruptions cutanées, un urticaire. Cette forme-là, ça évolue, enfin, ça rentre dans l'ordre toute seule. Mais il y a des formes plus sévères avec arthrite, arthralgie et lymphadenopathies, et même jusqu'au syndrome de Guillain-Barré ou une myocardite. Dans ces formes sévères, il faut rapidement faire un antihistaminique où on utilise de la promethazine, un anti-inflammatoire non stéroïdien et des corticoïdes. Mais les formes légères, quant à elles, elles se résorbent spontanément. Bon, nous, pour éviter tous ces effets secondaires-là, notamment les chocs anaphylactiques et la maladie sérique, on a proposé sur le protocole de prise en charge du Niger de faire une prémédication avant l'utilisation de cette antitoxine. Donc, on fait une prémédication avec un antihistaminique, notamment la promethazine, et un corticoïde. Euh, donc, vraiment, cette technique nous a permis de ne pas avoir des effets secondaires liés à l'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Et cette technique-là, selon l'étude qui a été publiée par le journal de l'Université d'Oxford, elle est plus rentable que la technique de Bedreska. Bedreska, excusez-moi, c'est la prononciation. Parce que la technique de Bedreska, c'est comme ce qu'on fait avec les sérums antitétaniques, d'injecter quelques cc du produit pour voir s'il y a une réaction cutanée. Eh bien, on a remarqué que cette technique n'est pas corrélée avec les risques d'anaphylaxie, c'est-à-dire que chez les patients chez qui on a fait cette technique de Bedreska, malheureusement, qui était négative, mais en utilisant l'antitoxine diphtérique, on s'était rendu compte que ces malades ont quand même développé des effets secondaires, si bien que je pense que c'est mieux de faire une prémédication avec un antihistaminique et un corticoïde avant d'administrer donc l'antitoxine diphtérique. Donc voilà ce que nous proposons, c'est la promethazine qu'il faut faire, 50 mg dans 2 millilitres, on fait 25 mg. Mais il faut faire attention à l'utilisation de la promethazine chez les tout petits. Entre 2 à 4 ans, c'est 6,25 mg.
en IM. Et chez les personnes plus âgées, plus de 10 ans, on peut aller jusqu'à 50 mg par voie intramusculaire. Et la dexaméthasone, c'est la même posologie, 0,4 mg par kilogramme sans dépasser 24 mg chez l'adulte. Les antibiotiques ont leur utilité dans la diphtérie. Ils n'ont pas d'action directe sur la toxine diphtérique. Elle permet d'interrompre le portage et la contagiosité, c'est-à-dire que le malade qui prend l'antibiotique ne va pas transmettre la maladie aux autres. Donc, ça limite la diffusion interhumaine. Donc, selon la sensibilité de la souche, cette antibiothérapie est variable. En tout cas, c'est l'épidémie d'Afrique de l'Ouest. On a utilisé les antibiotiques pendant 10 à 14 jours. Donc, selon la sensibilité des souches, la souche qu'on a eue en Afrique de l'Ouest était plutôt sensible à la clindamycine et à l'azithromycine. Donc, l'azithromycine était plus disponible, si bien que chez les malades qui peuvent prendre par voie orale, on a utilisé de l'azithromycine. Et chez ceux qui ne peuvent pas prendre par voie orale, on a utilisé de l'érythromycine injectable. L'érythromycine injectable avec cette posologie-là, 3 à 4 grammes par jour, et l'azithromycine, 500 mg par jour. Sans une véritable AMM, la plupart des études, ils ont utilisé l'azithromycine pendant 10 jours. Vous allez me dire que c'est très long, mais bon, en refaisant encore la bibliographie, c'est toujours ce qui, pour le moment, c'est ce qui est disponible, cette utilisation un peu longue d'azithromycine, je l'avoue, dans la diphtérie. Le traitement est aussi l'utilisation de mesures adjuvantes. Il faut réhydrater les patients qui ont des difficultés à boire, à manger. J'ai parlé de dysphagie. Très souvent, on a recours à l'oxygène parce qu'il y a des signes de détresse respiratoire qui sont purement mécaniques liés donc à l'obstruction des fosses nasales par les fosses membranes, mais aussi des voies respiratoires basses. Il faut donner de l'oxygène. La diphtérie entraîne une forte thrombopénie et selon l'étude que nous avons publiée, cette thrombopénie est intimement liée à la mortalité dans cette maladie. Et donc, il faut administrer des concentrés plaquettaires. Ne pas hésiter à effectuer une trachéotomie chez les patients vraiment qui ont du mal à respirer. En cas de toxicité cardiaque, c'est le traitement digitalo-diurétique puisque ce sont des myocardites que ça donne, des antiarythmiques. La corticothérapie peut également être utilisée, notamment dans certaines complications neurologiques de la diphtérie. En termes d'indication chez les patients, il faut rapidement utiliser l'antitoxine diphtérique qui se donne, comme je l'ai dit, en dose unique, vraiment le plus tôt possible. Il ne faut jamais dire que non, c'est une forme simple, il n'a pas besoin d'antitoxine, il faut l'utiliser. Les antibiotiques, il faut les faire en sachant que ça n'a pas d'effet vraiment sur la létalité de la maladie. Les traitements symptomatiques, c'est essentiel. Il faut, en fonction du bilan paraclinique, lorsque vous avez une thrombopénie inférieure à 50 000 plaquettes, il faut transfuser les concentrés plaquettaires, le recours à la trachéotomie, la corticothérapie, les traitements digitalo-diurétiques en cas d'insuffisance cardiaque. Le traitement préventif de la diphtérie est basé sur la vaccination. La vaccination, l'antibioprophylaxie, je reviendrai sur la vaccination. L'antibioprophylaxie, c'est vraiment pour les sujets contacts. Nous, on a donné de l'azithromycine aux mamans qui amènent les enfants ou bien les accompagnateurs, une femme avec son mari, qui sont régulièrement ensemble, on leur a donné de l'azithromycine. Ou quelquefois, les étudiants en médecine qui sont quelquefois dans les salles régulièrement avec les patients, on a donné cette antibioprophylaxie. Le traitement préventif, c'est aussi la surveillance épidémiologique avec la confirmation des cas, l'investigation microbiologique pour confirmer les cas suspects. Alors, quel vaccin il faut utiliser dans la diphtérie? C'est un vaccin qui est dirigé contre la toxine diphtérique, puisque je l'ai dit au début de mes propos, que c'est vraiment la toxine qui est responsable des symptômes. Le vaccin antidiphtérique est sûr, il est efficace, l'efficacité est supérieure à 95% après 3 doses. Bon, il peut être combiné au vaccin contre le tétanos.
Donc, ces vaccins administrés, comme vous le savez, dans le programme élargi de vaccination de la plupart de nos pays, chez l'enfant, en 3 doses, espacées d'1 mois, avec un rappel à effectuer après 5 ans, puis après 10 ans. Donc, une fois que c'est fait, ça confère une très, très bonne immunité. Malheureusement, cette vaccination, lorsqu'elle n'est pas faite à l'enfance pour les raisons que j'ai expliquées, chez l'adulte, malheureusement, elle n'est pas très efficace, la vaccination de l'adulte. On peut la faire, mais des fois, on n'a pas une réponse immunitaire qui est bonne. Alors, le calendrier vaccinal chez l'adulte, il faut administrer le vaccin immédiatement à J0, à M1, à M7, et puis faire un rappel après 1 an. Et malheureusement, malgré ces schémas, quand même, la réponse immunitaire n'est pas très, très bonne chez l'adulte. Quand même, il faut rappeler l'efficacité du programme élargi de vaccination qui permet vraiment de réduire l'incidence de la maladie de plus de 90%. Mais bon, avec les phénomènes que j'ai expliqués dans mon propos liminaire, donc le PEV, le programme élargi de vaccination, a été assez interrompu dans le pays à cause des effets pervers de l'insécurité, de l'immigration, de la COVID-19, du changement climatique, pas mal d'effets donc qui ont entraîné la baisse de cette couverture vaccinale et l'apparition de l'épidémie de diphtérie. C'est tellement important la vaccination, l'utilisation des antibiotiques, mais surtout l'utilisation de l'antitoxine. Je vais essayer d'expliquer ces schémas qui montrent un peu l'évolution naturelle de la diphtérie selon que on utilise le vaccin, l'antibiotique ou l'antitoxine diphtérique. Ici, vous regarderez, il s'agit d'un patient qui n'a pas été vacciné contre la diphtérie. Il n'a pas le vaccin, c'est ça qui est représenté par la seringue et l'antibiotique ici par le médicament, ici l'antitoxine. Donc là, ce patient qui n'a pas été vacciné contre la diphtérie, lorsqu'il est en contact avec la bactérie, donc ces patients-là parmi eux, 70% vont présenter des symptômes. Quand c'est le stade prodromique, le tout premier signe, là où le malade a une petite sensation de grattage et un peu de fièvre, en ce moment, quand vous lui donnez l'antibiotique, ça permet vraiment que la maladie rentre dans l'ordre. C'est ce qui arrive en général chez nos étudiants qui sont en stage, puisqu'ils sont déjà sensibilisés sur la maladie. Dès qu'ils ont les premiers signes, quand ils prennent l'azithromycine, ça rentre dans l'ordre. Mais malheureusement, dans la communauté, ces signes sont ignorés ou bien associés à une angine ou à autre chose. Et donc, malheureusement, ces patients-là, si on ne fait rien, 80% d'entre eux vont avoir la présence de fausses membranes. Quand ces fausses membranes-là apparaissent, eh bien qu'on utilise, même si on donne l'antibiotique à ce stade, ça n'a aucun effet sur la réduction de la mortalité liée à la maladie au stade de fausse membrane. Par contre, si on associe l'antibiotique et l'antitoxine, eh bien, ça permet à la fois de stopper les symptômes, ça diminue la mortalité et ça empêche la transmission de la maladie. Mais même quand on n'utilise pas l'antibiotique avec l'antitoxine seule, déjà on peut stopper les symptômes et puis diminuer la mortalité de la maladie, même si ça n'a pas d'effet sur la transmission. Malheureusement, quand tout ça là n'est pas fait, la mortalité de la diphtérie, comme je l'ai dit plus tôt, elle varie entre 5% et 50% et elle atteint rapidement 50% en l'absence d'utilisation de l'antitoxine diphtérique. Mais regardez ce qui se passe chez le patient qui est vacciné. Eh bien, les patients qui sont vaccinés, 90% d'entre eux vont être totalement asymptomatiques. Et même s'ils présentent des petits signes, dès que vous leur donnez l'antibiotique, eh bien, 100% d'entre eux vont guérir. Ils font plutôt des formes totalement asymptomatiques. Il y a à peu près 10% d'entre eux qui peuvent présenter des prodromes et entrer dans le cadre des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Certainement, ce sont des personnes qui n'ont pas eu une réponse immunitaire correcte au vaccin antidiphtérique. Alors, en dehors de l'antitoxine diphtérique, de l'antibiotique et de l'utilisation du vaccin, c'est que les interventions sur la diphtérie doivent combiner également la confirmation de l'épidémie, la réalisation de l'antibiogramme, pas sur toutes les souches, mais en tout cas sur les premières souches, la détection précoce des cas, c'est très important, leur isolement, les traitements avec l'antitoxine et l'antibiotique, mais aussi la vaccination.
Il faut assurer un dispositif de prise en charge des complications en unité de soins intensifs et infectieuses. Il faudra associer une prise en charge environnementale avec les questions d'hygiène et d'assainissement pour une maladie à transmission respiratoire, mais où la bactérie peut rester vivante sur les surfaces. Assurer donc beaucoup de sensibilisation avec la promotion de la santé, les contacts avec les masses en sensibilisant sur l'utilisation des services de vaccination, la distribution des kits d'hygiène, le suivi des contacts pendant au moins 10 jours. Il faudra également assurer un suivi psychosocial des patients et de leurs familles à cause de la forte létalité de la maladie, mais aussi à cause des séquelles qu'elles peuvent entraîner, qui sont des séquelles assez souvent définitives sur les personnes. Donc, chers organisateurs, voilà ce que je voulais dire. J'ai été un peu long. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. Je suis sûre qu'elle a permis d'éclairer plus d'un sur la thématique. À présent, nous allons ouvrir la phase des questions-réponses et nous vous prions de soit ouvrir votre micro après avoir levé la main et sur sollicitation ou de poser directement vos questions dans le chat et je me chargerai de les relayer au professeur. Professeur, n'hésitez pas aussi à insister sur des aspects que vous pensez peuvent être très importants en pratique courante. Je vois des participants qui disent que le crâne n'était pas visible. J'espère qu'il était visible pour eux. Non, je pense que c'était au début. C'était au début D'accord, ok. de le partage d'écran. Mais oui, il était visible. Donc, chers amis, je vous invite vivement à poser toutes vos préoccupations, vos questions. Si vous avez déjà été confronté à des cas de diphtérie en pratique courante, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences qui peuvent édifier plus d'un. Professeur, je vous encourage aussi à insister sur des aspects de la prise en charge qui vous pensez peut-être peuvent être importants ou alors, en attendant les premières interventions, je vais rapidement rappeler la procédure pour obtenir l'attestation du webinaire de ce jour, compte avec les différents identifiants de votre compte, mais sinon, vous pouvez toujours vous inscrire à travers un lien que nous allons mettre dans le chat. Ensuite, vous allez dans la rubrique webinaire passé, taper dans la barre de recherche la thématique du webinaire du jour, prise en charge de la diphtérie. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton obtenir une attestation qui est généralement disponible 2 à 3 heures maximum après le cours et vous serez soumis à un questionnaire d'évaluation auquel vous réussirez lorsque vous obtiendrez 60% de bonnes réponses aux différentes questions posées, ce qui vous donnera ensuite la possibilité de télécharger votre attestation de succès. Donc, la procédure sera remise dans le chat et vous pourrez y revenir à tout moment. Si vous avez d'autres préoccupations, nous restons joignables via WhatsApp au plus 229 96 50 81 30. Je répète, plus 229 96 50 81 30. Alors, félicitations, nous voilà, je vois, félicitations dans le chat de la part de Dr. Koulibaly. Merci, docteur. Je suis sûre que le professeur, il vous lit aussi. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois une main levée. Docteur Pouirin, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre préoccupation.
Ok. Bonjour à vous dans le... Vous me recevez? Docteur, nous vous recevons. Ok. C'est quoi Juda? D'abord, je suis infirmier en milieu de travail. Je suis infirmier en santé au travail. J'ai rejoint récemment votre webinaire il y a à peine de cela 10 minutes. Donc, j'étais pas là au début. J'ai une préoccupation par rapport au thème du jour. Je pense que le docteur a certainement déjà abordé cela. Bon, je n'étais pas encore là. C'est par rapport à la diphtérie, sa définition, ce qu'il faut savoir essentiellement sur la diphtérie. Et aussi, j'aimerais comprendre pourquoi, pour le programme de vaccination, donc pour le Bénin, je pense qu'il doit intervenir au Niger. Je ne sais pas si c'est la même chose chez eux, mais pour notre programme de vaccination au Bénin, la vaccination pour la diphtérie est combinée avec la vaccination contre, je pense, le tétanos et la maladie de la coqueluche. Donc, je ne sais pas pourquoi cette combinaison, si le professeur peut rappeler sur cela. Si c'était déjà abordé, excusez-moi, c'est parce que je vous ai joint un peu en retard. Merci, c'est ma préoccupation. D'accord. Merci, Monsieur Poirin. Alors, nous avons d'autres questions dans le chat. Ce que je propose, professeur, c'est que nous prenons une série de questions auxquelles vous allez répondre et ensuite nous pourrons prendre d'autres questions. Ou si vous préférez, on peut répondre au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qui vous agrée le plus. Non, on peut faire comme ça. D'accord, professeur. Alors, la deuxième question nous vient de Monsieur Oumarou Bari, qui aimerait comprendre davantage la transmission de la diphtérie sur le contact cutané, vu que c'est plus sur les gouttelettes de... Vous pourrez toujours ouvrir votre micro si vous avez l'impression que la question n'a pas été suffisamment explicitée lors de la lecture. Monsieur Saliou Keita, merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très informative. Qu'est-ce que vous conseillez, l'utilisation des culottoirs ou bien de bouche dans la prise en charge? OK, que conseillerez-vous entre l'utilisation des culottoirs ou le bain de bouche dans la prise en charge? Une inquiétude par rapport à la prométhazine, qui est un médicament déjà retiré du marché vu ses effets secondaires. Monsieur Saliou Keita, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, vous pouvez le faire pour mieux expliciter votre question, s'il vous plaît. Ou, professeur, vous pouvez y aller, vu qu'on n'a pas d'autres questions en attente. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment pour ces questions très, très importantes. Alors, notre premier collègue m'a demandé de faire un petit rappel sur ce qu'il faut savoir sur la diphtérie. Euh, alors, pour moi, ce qu'il faut retenir sur la diphtérie, c'est que c'est une maladie contagieuse qui est due à une bactérie qu'on appelle Corynebacterium et qui est transmissible par voie respiratoire. Cette bactérie entraîne chez les personnes infectées l'apparition de fausses membranes. Les fausses membranes, ce sont des couches blanchâtres très adhérentes qui se fixent au niveau de la gorge, sur les amygdales ou bien au niveau des fosses nasales. Et puis ces fausses membranes-là sont liées au fait que la bactérie, donc le Corynebacterium, sécrète une toxine qu'on appelle la toxine diphtérique qui va entraîner une destruction cellulaire. Donc, les fausses membranes ne sont rien d'autre que le résultat de cette destruction cellulaire et des globules blancs qui sont, et c'est très adhérent à la paroi. Ces fausses membranes vont entraîner une obstruction des voies respiratoires, donc ce qui explique la détresse respiratoire, mais aussi une obstruction des voies digestives, ce qui explique la dysphagie. Malheureusement, la toxine diphtérique peut aller se fixer au niveau du rein et entraîner une insuffisance rénale. Le plus souvent, ce sont des néphropathies interstitielles que ça donne. Ça peut se localiser au niveau cardiaque pour donner des myocardites, mais aussi ça peut se localiser au niveau du système nerveux central. Ces différentes complications expliquent la forte mortalité observée dans la diphtérie
Et s'il y a une chose à savoir dans la prise en charge, c'est qu'il faut avoir de l'antitoxine diphtérique, puisque, comme je l'ai dit, tous les effets de la maladie sont liés à la présence, à la sécrétion de cette antitoxine. Malheureusement, cette antitoxine diphtérique pose un problème de disponibilité et c'est ce qui explique la forte létalité de l'épidémie observée en 2023, 2022 et même 2024 en Afrique de l'Ouest, en particulier au Niger et au Nigeria. Alors, il m'avait demandé aussi sur la transmission de la diphtérie non, c'était le prochain collègue, la transmission de la diphtérie sur non, il m'avait demandé sur les raisons de la combinaison du vaccin contre la diphtérie avec la coqueluche. Ce n'est pas qu'avec la coqueluche, il est plutôt dans un vaccin, en tout cas au Niger, qu'on appelle pentavalent, qui regroupe d'autres antigènes vaccinaux. Vous savez que dans le programme élargi de vaccination, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas donner beaucoup de rendez-vous aux mamans. Peut-être qu'au Bénin, ça pose moins de problématiques, mais dans un pays comme le Niger, des fois, les centres de santé sont très éloignés. Les populations sont éloignées des centres de santé. Donc, si une maman doit marcher 15 kilomètres à pied pour recevoir un antigène, puis revenir le mois prochain ou la semaine prochaine, c'est très difficile. Et c'est pourquoi dans le programme élargi de vaccination, on essaye de combiner le maximum d'antigènes ensemble pour ne pas faire trop de rendez-vous. Puisque si vous faites trop de rendez-vous, ça entraîne que les mamans donc, refusent de venir au programme élargi de vaccination simplement à cause de la distance. Parce que des fois, les moyens de transport entre le village et les CSI, des fois, c'est des charrettes et des fois, c'est simplement à pied que les gens, que le déplacement s'effectue. Voilà la raison pour laquelle il est très conseillé de combiner les antigènes dans un seul. La transmission de la diphtérie par contact cutané, je l'ai expliqué, la bactérie, elle diffuse au niveau de ses organes, mais aussi au niveau cutané, va entraîner des lésions cutanées. Il ne faut pas confondre les lésions cutanées liées à Corynebacterium ulcerans, qui donne un ulcère, à celui de Corynebacterium diphtheriae. Mais bien entendu, quand il y a une localisation cutanée, j'ai expliqué que la bactérie, lorsqu'elle est sur des surfaces, par exemple sur un lit d'hospitalisation, sur un stéthoscope, eh bien, sur une surface inanimée, cette bactérie peut rester active encore pendant des jours, voire des mois, ce qui fait que une personne peut, par contact avec une surface, prendre la bactérie et aller la respirer par voie respiratoire et puis donc se contaminer. C'est tout à fait possible. L'utilité du bain de bouche, je ne sais pas si ça va être très utile, surtout que je ne sais pas si vous avez déjà vu un cas de diphtérie, mais vraiment, ce n'est pas des personnes chez lesquelles vous pouvez recommander de faire de bain de bouche. Mais bon, ce qu'on fait, on utilise un peu de complexe imbibé avec de la bétadine pour un peu nettoyer la bouche de ces patients. Mais les patients qui arrivent avec la diphtérie dans ces formes sévères sont des malades qui sont très, très graves. Ils ont un très, très mauvais état général que le bain de bouche. En tout cas, sur l'évolution de la maladie et sur le risque de létalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul médicament qui a un intérêt, c'est vraiment l'antitoxine diphtérique. On n'a pas retiré la prométhazine ici. Et si vous n'utilisez pas la prométhazine au Bénin, vous avez encore d'autres alternatives d'utiliser d'autres molécules, d'autres antihistaminiques contre la maladie. Vous avez toute une gamme, vous avez énormément d'antihistaminiques, le Primalan injectable, vous pouvez utiliser de l'Aeris. Vraiment, n'importe quel antihistaminique que vous utilisez, ça permet donc de faire une prémédication. La prométhazine, c'est surtout pour le fait que c'est une maladie, c'est une molécule moins chère et c'est plus facile en communautaire parce que, bon, cette maladie, elle sévit sur des populations vulnérables qui n'ont pas forcément les moyens de leur prise en charge. Je pense que j'ai fait le tour des questions, à moins que j'en ai oublié certainement quelques-unes, mais en tout cas, c'est les notes que j'ai prises, c'est ce qui m'a été demandé. Non, professeur, c'est tout pour cette première partie. Donc, je poursuis avec les questions en attente. La prochaine question, c'est celle de savoir les manifestations cutanées lors des complications. Ensuite, deuxième question, l'antitoxine diphtérique est-elle disponible en quantité suffisante pour répondre aux besoins actuels, notamment face à la résurgence de cette épidémie?
quelle est la situation actuelle de l'approvisionnement en antitoxines diphtériques au Niger? Ensuite, est-il possible, bon, ok, par rapport au support, oui, vous l'aurez. Et enfin, la dernière question, comment procéder à une antibioprophylaxie et par quel antibiotique? Ok, je vais commencer par cette question sur l'antitoxine. C'est très important, c'est une vraie problématique, puisque en fait, elle n'est même pas disponible au niveau international, l'antitoxine. Malheureusement, la diphtérie a touché des pays avec de fortes populations. L'épidémie, quand elle est apparue dans l'état de Kano, vous savez que l'état de Kano fait à peu près 15 millions d'habitants, c'est plus de la moitié de la population entière du Niger ou du Bénin. Donc, quand c'est apparu dans cet état, et le Nigeria est parti acheter tout ce qu'il y a comme antitoxine disponible au niveau international. Donc, vraiment, l'antitoxine diphtérique n'est pas disponible et l'antitoxine conditionne l'évolution favorable de la diphtérie. Encore aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir quelques cas en hospitalisation, au moins 5 cas au niveau du service des maladies infectieuses. Mais on a, malgré tous les efforts de l'État, parce que l'État essaie avec ses partenaires de pallier cette difficulté d'approvisionner en antitoxines de façon à ce qu'on ne soit pas confronté à ces manques de produits. Mais du fait que même au niveau international, c'est pas disponible, eh bien, ça tarde à venir sur le terrain et c'est ça qui fait gréver la mortalité. Donc, on arrive à avoir quelques doses avec l'effort de l'État et de ses partenaires. Mais ce n'est pas encore assez parce que l'épidémie, elle survient vraiment dans des zones fortement peuplées avec des populations très vulnérables. Je sais que Médecins sans frontières avait amené un moment beaucoup d'antitoxines. Ils ont ravitaillé quelques centres hospitaliers. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a vite réagi. Ils ont créé des centres de prise en charge. Ils ont amené de l'antitoxine pour la prise en charge. Mais je pense que le stock là a été suffisamment entamé, si bien que actuellement, on n'a vraiment pas de disponibilité en antitoxines, je crois, au niveau national et probablement même au niveau international. Donc ça, c'est une vraie question. Et je pense que dans les conclusions des webinaires, de ces webinaires, il faut vraiment renforcer cette recommandation pour aider nos pays à en avoir un stock suffisant pour faire face à cette épidémie, puisque la problématique est là, je l'ai dit, la vaccination des adultes n'est pas efficace et donc on va continuer à avoir malheureusement des cas de diphtérie. La deuxième question qui a été posée en dehors de l'antitoxine, c'est sur les lésions cutanées de la diphtérie. J'ai pas insisté là-dessus parce que c'est pas très important. Les lésions cutanées, ça donne plutôt des lésions qui sont ulcérées. Leur problématique, c'est surtout le risque de transmission de la bactérie aux autres malades. Mais les principaux phénomènes cliniques, c'est surtout la localisation au niveau du rhinopharynx. C'est pourquoi on parle de l'angine diphtérique. J'avais oublié la troisième question. Vous pouvez me la rappeler? Bon, je pense que la troisième question, c'est sur l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, oui, nous, ce qu'on a fait en termes d'antibioprophylaxie, on a regardé la sensibilité de la souche du Corynebacterium en Afrique de l'Ouest. Et la molécule était sensible aux macrolides, notamment à l'azithromycine. Donc, on a donné de l'azithromycine à nos patients pendant 6 jours. C'est ce qu'on a fait. Et cette recommandation-là, elle est partie de publications que nous avons vues sur les cas qui ont été publiés au Bangladesh par donc un article apparu dans le JID, Journal of Infectious Diseases de l'Université d'Oxford. Donc, on a utilisé cette recommandation pour donner un antibioprophylaxie de l'azithromycine pendant 6 jours. Donc, voilà ce que je peux dire. D'accord, professeur. Désolé, mon micro était fermé lorsque je répétais la dernière question. Alors, à la suite de la préoccupation portant sur la disponibilité de l'antitoxine, le docteur demande quelles sont les solutions envisageables pour améliorer l'accès à l'antitoxine diphtérie. Et un autre demande quelle
Est-ce que l'antitoxine serait disponible dans les pharmacies privées? Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelle alternative à l'absence de l'antitoxine? C'est vraiment l'impasse, c'est difficile. Je pense qu'il faut vraiment agir en amont, comme je l'ai dit. Il faut agir en amont par la détection rapide des cas, parce qu'on sait que si les malades sont détectés très tôt, avec l'utilisation de l'antibiotique, on peut empêcher l'évolution vers l'apparition des fausses membranes et des complications. Mais vraiment, chez les malades qui ont déjà les fausses membranes et qui ont des signes respiratoires, sans l'utilisation d'antitoxines, malheureusement, la mortalité reste élevée et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Cependant, le traitement symptomatique peut permettre à beaucoup de malades de guérir. Si le malade a une complication cardiaque avec le traitement digitalo-diurétique, l'atteinte rénale, ça peut aller jusqu'à la dialyse des patients. Ça permet aussi de guérir les patients. Alors que si on avait de l'antitoxine, vraiment l'évolution vers ces complications graves là est rapidement arrêtée. En général, en moins de 24 heures, vous avez les fausses membranes qui sont en train de dissoudre carrément quand vous utilisez l'antitoxine très, très tôt. Sa disponibilité dans les pharmacies privées, je ne crois pas que en tout cas, au Niger, c'est pas disponible dans les pharmacies privées. Je ne sais pas si c'est disponible au Bénin. Je pense même pas qu'il y ait eu beaucoup de cas au Bénin. Cependant, ce qui touche le Niger touchera forcément le Bénin à cause de la forte proximité. Et du coup, peut-être, en tout cas, c'est pas disponible au Niger dans les pharmacies privées. Et comme je l'ai dit, c'est déjà pas disponible à l'international. Je pense que si les pharmacies privées pouvaient s'en procurer, c'est que l'État allait certainement l'amener dans le pays parce que c'est pas déjà disponible à l'international. C'est ce qui fait que dans nos hôpitaux, euh, c'est pas, enfin, on arrive à avoir quelques doses, mais ça finit vite. Aussi, il faut savoir, j'ai expliqué dans les formes graves, il faut faire 100 000 unités, donc ça fait 10 ampoules. Alors que des fois, en ravitaillant les hôpitaux, on nous amène peut-être 50 ampoules, 100 ampoules. Donc, vous voyez, un seul malade peut à lui seul déjà prendre 10 ampoules. Donc, vous voyez, donc c'est rapidement fini le stock. Euh, je pense que c'est ce que j'ai pris comme question. Quelle alternative les pharmacies privées? Il y avait une autre question? Non, professeur, mais une autre question vient de surgir dans le chat. La première question est de savoir si un enfant qui a déjà fait la diphtérie et qui est guéri peut encore la refaire. Un enfant qui a déjà fait la diphtérie et qui en est guéri peut encore la refaire. Ou s'il existe une limité. Et dernière question, concernant l'utilisation des corticoïdes dans le traitement, quelle est la durée adéquate? Oui, très bien. Oui, la diphtérie n'est pas une maladie immunisante. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait une diphtérie peut refaire une diphtérie. Et nous, on en a eu déjà des cas de réhospitalisation. C'est tout à fait possible, c'est pas une maladie immunisante. Et donc, quand vous recevez un enfant qui fait la diphtérie, il faut le vacciner. C'est important. Et si c'est un adulte aussi, il faut le vacciner puisqu'il peut refaire la diphtérie. C'est pas une maladie immunisante. La deuxième question, c'était quoi? Concernant l'utilisation des corticoïdes dans le traitement, Ah quelle oui. est adéquate? Bon, on utilise les corticoïdes pendant 6 jours, mais l'indication, l'AMM pour les corticoïdes, c'est uniquement dans les atteintes rénales. Déjà que ça se discute sur les myocardites, donc vraiment, c'est sur les atteintes, j'ai dit rénales, les atteintes neurologiques, c'est sur les atteintes du système nerveux central qu'il y a une recommandation d'utilisation des corticoïdes pendant 6 jours. Comment faire un diagnostic différentiel entre la diphtérie et l'infection ORL type pharyngo-amygdalique? Diagnostic différentiel diphtérie et Oui. amygdalique. Merci. Vraiment, ça ne se ressemble pas. Les angines simples, l'angine simple, on sait que c'est une infection qui est liée à la toxine érythrogène du streptocoque A.
cette forme d'angine ne donne pas vraiment des fausses membranes. La forme d'angine qui donne les fausses membranes, c'est ce qu'on appelle l'angine de Vincent. Ça ne ressemble pas à la diphtérie. Les fausses membranes de la diphtérie sont assez caractéristiques. Elles adhèrent fortement, elles entraînent un saignement. Et par ailleurs, c'est des fausses membranes qui apparaissent également dans les fosses nasales. Et en dehors de ça, il y a des adénopathies cervicales avec un coup de taureau qui apparaît chez la personne, le malade, il vient avec des signes de détresse respiratoire et une dysphagie. L'évolution n'est pas la même. L'évolution de l'angine bactérique, elle est progressive, alors que l'évolution de l'angine due à la toxine érythrogène du streptocoque A, celle-là, elle est brutale. C'est vraiment une inflammation de l'amygdale avec euh, comment on dit, une adénopathie satellite de l'amygdale qui est elle-même enflammée. Donc vraiment, ça ne se ressemble pas, mais ça reste quand même un diagnostic différentiel, en particulier avec l'angine de Vincent. Les signes inflammatoires locaux ne sont pas les mêmes, hein. Dans l'angine, vous avez vraiment une forte douleur et une chaleur qui est là, alors ce qui n'est pas le cas de la diphtérie. Maintenant, au pire des cas, vous pouvez faire un écouvillon pharyngé pour faire la part des choses. Vous retrouverez vraiment les streptocoques A si c'est une angine, alors que dans la diphtérie, c'est autre chose. Merci beaucoup, professeur. La prochaine question, la fausse membrane apparaît après combien de temps? Délai d'apparition de la fausse membrane. Très bien. Donc, après la période d'incubation qui est à peu près d'une semaine, vraiment, la semaine qui suit, le malade, quand il présente déjà des dysphagies, une sensation de grattage au niveau de la gorge, déjà quand vous regardez dans la gorge, quand vous regardez bien, vous allez commencer à avoir des petites piquettes blanchâtres. En fait, ce sont des fausses membranes qui, après quelques jours, après 2 à 3 jours d'évolution, vont grossir et carrément bloquer les voies digestives et les voies respiratoires. Donc, c'est vraiment la semaine qui suit l'incubation. La première semaine de la maladie, déjà, le malade présente les fausses membranes. Donc, ce sont les tout premiers signes. Merci, professeur. Bonjour et merci, professeur, pour la brillante présentation. Ma première question est en lien avec la découverte précoce et les diagnostics différentiels. Vu la similarité des symptômes, quelle est la particularité ou comment savoir différencier la diphtérie aux autres pathologies pour pouvoir débuter le traitement avec l'azithromycine? Alors, Professeur, faut-il envisager des campagnes de rattrapage pour les populations à risque? oui. C'est- Ouais, ce sont des très bonnes questions. C'est vraiment de très bonnes questions. Je pense qu'il faut faire des campagnes de rattrapage tant qu'on peut. Il faut le faire. Surtout dans ces populations-là, à l'est du Niger ou bien au sud du Nigeria, où il y a beaucoup de conflits qui ont fait que les femmes et les enfants se sont déplacés, se sont éloignés des centres de santé. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont aucun antigène vaccinal, qui n'ont reçu aucun antigène vaccinal. Donc, il faut faire des ripostes vaccinales, des campagnes de rattrapage sur ces populations-là. Ça, c'est extrêmement important. Surtout que le vaccin est disponible. Donc, au moins, en vaccinant ces enfants, on améliore la couverture vaccinale et on empêche l'émergence de l'épidémie. Je pense que ça, c'est une bonne alternative à l'utilisation de l'antitoxine qui vraisemblablement ne va pas être facilement disponible. Donc, au moins, le rattrapage vaccinal peut être une alternative. Et j'ai vu que dans la région de Gouré, là, au Niger, il y a Médecins sans frontières, les Suisses qui ont fait une campagne de vaccination. Et l'État, avec l'OMS, avait fait une grosse campagne de vaccination dans toute la région de Zender. La première question, c'est sur les diagnostics différentiels. Comment faire la part des choses? Alors, il faut faire la part des choses sur les arguments épidémiologiques. D'abord, est-ce qu'il y a une épidémie de diphtérie? Est-ce qu'il y a des cas similaires dans la région? Si cet argument épidémiologique est important, est-ce qu'il y a là le problème de couverture vaccinale? Parce que ça survient dans des contextes assez particuliers. Ce sont des populations qui ont subi ces chocs que j'ai expliqués. Il y a une baisse de la couverture vaccinale. Il y a beaucoup de cas similaires dans la population. Ça, c'est un bon argument épidémiologique. C'est fréquent chez l'enfant de moins de 15 ans et chez l'adulte de plus de 40 ans. Ensuite, sur les arguments cliniques, le principal signe caractéristique de l'angine diphtérique, c'est vraiment les fausses membranes, avec leur caractère que j'ai
que j'ai expliquées, et les risques d'atteinte rénale, le risque d'atteinte cardiaque et le risque d'atteinte neurologique. Si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ce qui n'est pas exclu, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, alors il faut faire des prélèvements, un écouvillon de gorge pour pouvoir différencier l'angine de Vincent en particulier de l'angine diphtérique. Mais dans les cas évolués, quand les malades arrivent, la diphtérie ne pose vraiment pas de problème diagnostique. Le principal problème est plutôt pronostic. Merci. Professeur, alors, la prochaine, il y avait une question qui demandait par rapport existe-t-il des facteurs favorisant cette maladie et à quel moment de l'année la densité de cette maladie est plus élevée, notamment au Niger. Euh, la prochaine question, professeur, quelle est votre attitude par rapport aux troubles de l'allocution dysphonique post-diphtérie? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Quelle est votre attitude par rapport aux troubles de l'allocution dysphonie post-diphtérique? Quelle est la durée de traitement pour le sérum? Permet-il une guérison et une immunité à vie? Je Merci. reprends. Je vais répondre à cette dernière question. La durée du traitement avec le sérum avec l'antitoxine diphtérique, c'est de 24 heures. C'est en une seule dose qu'on donne l'antitoxine diphtérique et l'antitoxine diphtérique permet une guérison totale de la maladie. Vraiment. Même dans les stades très évolués avec le coup de taureau, détresse respiratoire, thrombopénie, vraiment, quand vous faites 100 000 unités d'antitoxine diphtérique, vous avez de fortes chances le lendemain de trouver un malade qui s'est nettement amélioré. Généralement, vous trouvez que le malade n'a même plus besoin d'oxygène. Donc, l'évolution est très, très favorable avec l'antitoxine. Comme je l'ai dit, la mortalité, sans antitoxine, elle est en tout cas supérieure à 30%, elle peut atteindre 50%. Et toutes les études concourent à le dire. Avec l'antitoxine, cette mortalité-là, elle est très basse, elle est autour de 5%. Les troubles de l'élocution, quelle est notre attitude? Malheureusement, les troubles de l'élocution, des fois, ils sont définitifs parce que des fois, la corynebactérium va entraîner carrément une perforation au niveau de la gorge. Et sur la cohorte de Zender, on a beaucoup de malades qui gardent cette séquelle-là, qui gardent ces troubles de l'élocution. Moi, je pense que ça va être plutôt définitif, mais ils sont suivis au niveau des spécialistes ORL. Je n'ai pas d'attitude particulière, je les envoie en consultation ORL et j'accompagne avec un suivi psychosocial. Mais des fois, vraiment, les dégâts que la bactérie a entraînés au niveau du rhinopharynx, ce sont des perforations et des fois, c'est un peu difficile à manœuvrer. Quels sont les facteurs favorisant la maladie? Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué. Et le principal effet, c'est la baisse de la couverture vaccinale. Vraiment, c'est la baisse de la couverture vaccinale. L'émergence de la maladie est intimement liée à la baisse de la couverture vaccinale. Alors, il faut aller chercher pourquoi vous avez une baisse de la couverture vaccinale et c'est ce qui explique le papier que nous avons publié. Il faut regarder votre contexte de travail, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un phénomène. Aujourd'hui, dans le Sahel et un peu dans le golfe de Guinée, on observe un peu les problèmes sécuritaires qui font que les populations se déplacent et abandonnent les centres de santé. On a en 2019-2020 connu l'épidémie de Covid-19 avec une difficulté d'approvisionnement en intrants vaccinaux dans les centres de santé. Tout ça, ça a fait en sorte que la vaccination a baissé et même les populations ont un peu fui les centres de santé parce qu'ils ne voulaient pas avoir le vaccin Covid-19. Donc, toute situation qui entraîne une baisse de la couverture vaccinale va favoriser l'émergence de l'épidémie de diphtérie. Et on le voit très bien dans l'épidémie du Niger, puisqu'on voit que ce sont les populations nomades, les Peuls, les Touaregs, qui vivent dans des zones pastorales, qui n'ont pas été en contact avec le vaccin. Mais comme ils ne vivent pas avec de fortes populations, des populations très exposées, ces populations ont été les premiers à être infectées parce que dans leur transhumance, quand ils arrivent dans des villes, ils retrouvent des populations qui n'ont pas été immunisées et donc ça entraîne des épidémies au début dans les zones pastorales, puis dans des grandes villes comme Gouré, Matamé et la ville de Zender. Merci.
Merci beaucoup, professeur. Euh, une deuxième question en lien avec l'antitoxine diphtérique. À comprendre l'antitoxine, à vous comprendre, l'antitoxine agit sur la toxine, mais est-ce que l'antitoxine a une action sur la progression, sur l'agent pathogène? Pour terminer, qu'est-ce qui explique la réponse du vaccin chez l'enfant et non chez l'adulte? OK. Oui, l'antitoxine diphtérique, elle a... c'était quoi la question? Olivia? Je continue. Non, c'était quoi la question sur l'antitoxine? La question était de savoir si l'antitoxine a une action sur la progression de l'agent pathogène. Ah Et oui, ok. Oui, oui. Non, l'antitoxine diphtérique, elle agit sur la toxine diphtérique. Donc, en agissant sur la toxine diphtérique, elle enraye totalement la maladie. Parce que vous pouvez héberger au niveau de votre rhinopharynx Corynebacterium. Si ce n'est pas un Corynebacterium qui sécrète la toxine diphtérique, eh bien, il ne vous donne pas l'ingé de diphtérique, il ne vous donne pas beaucoup de problèmes. Il peut, dans des rares cas, entraîner une septicémie, aller se localiser, donner une endocardite, une atteinte ostéo-articulaire, mais il ne vous donnera pas l'angine diphtérique, puisque l'angine diphtérique est liée aux effets de la toxine diphtérique. Donc, l'antitoxine diphtérique enraye totalement la maladie. Le rôle de l'antibiotique, c'est de tuer la bactérie et d'empêcher la transmission de la bactérie d'une personne malade à une personne saine. Donc, alors que l'antitoxine diphtérique, c'est elle qui permet de diminuer la mortalité liée à la maladie. Donc, c'est ça le principal effet de l'antitoxine diphtérique. Il y avait une deuxième question. oui, la deuxième question était de savoir si l'antitoxine permettait une guérison et une immunité à vie. Non, il n'y a pas d'immunité à vie. La diphtérie n'est pas une maladie immunisante, comme je Non, l'ai dit. la Elle permet une guérison, certes, définitive à cet épisode infectieux, mais la diphtérie n'est pas une maladie immunisante. Donc, même si vous êtes guéri, vous pouvez encore refaire la maladie si vous êtes en contact. Je vois des mains levées. Oui, professeur, nous allons prendre rapidement la main qui est levée avant de poursuivre avec les questions du chat. Monsieur Amou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour, chers tous. Bonjour, Bonjour, professeur. Je remercie le professeur pour sa belle présentation. Par ailleurs, j'avais posé une préoccupation pour la rubrique de prévention dont il avait parlé de la vaccination, surveillance épidémiologique et l'antibioprophylaxie. Il m'avait répondu qu'il faut les macrolides comme l'azithromycine pendant 6 jours. Alors, je veux toujours comprendre, est-ce que si c'est l'enfant ou bien l'adulte qui ne souffre pas encore de la diphtérie, il peut toujours prendre l'azithromycine ou bien comment ça se passe cette prévention? Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et justement, c'est quand l'antibioprophylaxie c'est chez les personnes qui ne sont pas malades. Donc, nous, on a donné l'azithromycine aux adultes et aux enfants, on a donné de l'érythromycine pendant 6 jours. Donc, érythromycine avec sa posologie de 30 mg l'azithromycine 30 mg par kilo et l'érythromycine 50 à 100 mg par kilo. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais c'est chez des personnes qui ne sont pas malades et qui sont en contact avec des personnes qui sont malades. Par exemple, les accompagnateurs. Une maman avec son enfant, une femme avec son mari, ou bien les étudiants en médecine qui sont régulièrement dans les salles des personnes qui sont infectées. C'est chez ces personnes qu'on a donné l'azithromycine pendant 6 jours. L'antibioprophylaxie, c'est exclusivement chez les personnes qui ne sont pas malades. Mais il y a l'antibiothérapie chez les personnes malades qui est basée sur l'utilisation des macrolides, l'azithromycine ou la clindamycine ou l'érythromycine pendant 10 à 14 jours. Voilà. Merci, J'espère professeur que j'ai répondu à votre question. Amou. Nous espérons que vous avez obtenu satisfaction à votre question.
Alors, nous allons poursuivre avec les questions dans le chat. Il y avait une question qui demandait si, qu'est-ce qui explique la réponse du vaccin chez l'enfant et non chez l'adulte? Ah oui, oui, c'est pratiquement c'est pour la plupart des vaccins, hein. C'est pour la plupart des vaccins parce que le système immunitaire de l'enfant n'est pas, enfin, il vient d'être mature, donc il est plus sensible, il est plus facile à, comment on dit, à sensibiliser que le système immunitaire de l'adulte. On n'a pas une bonne réponse vaccinale. C'est pour tous les vaccins. Il ne faut pas les donner très tôt. Il y a des vaccins qu'il ne faut pas donner très tôt. Par exemple, si vous voyez le vaccin contre la rougeole, il faut toujours attendre vers 8 9 mois avant de donner à l'enfant. Parce que si on donne très tôt, le fait que le système immunitaire n'est pas mature, le vaccin ne va pas lui permettre de bien agir. Voilà. Et de l'autre côté, il ne faut pas aussi le donner trop tard, parce que là, le système immunitaire aussi a été trop sollicité par des antigènes et ne répond pas bien. Donc, du coup, la réponse immunitaire, il y a toujours une période de vie de la où on a une meilleure réponse immunitaire et donc on conseille de donner le vaccin dans cette période-là. Alors, merci beaucoup, professeur. Nous n'avons pas de nouvelles questions dans le chat, ni de mail levé. Je profite pour vous réitérer toute notre reconnaissance pour cette présentation, ces moments de partage qui, je suis convaincue, a été enrichissant pour tout un chacun de nous. Merci également à vous, très chers participants, de prendre rendez-vous chaque samedi pour ensemble améliorer notre connaissance et notre efficacité en tant que professionnels de santé à la même manière. Je rappelle rapidement la procédure d'obtention de l'attestation pour le webinaire du jour. En attendant, je vous rassure que vous aurez le support. Alors, pour obtenir votre attestation de suivi, vous vous connectez sur la plateforme Rema Learning avec les identifiants de votre compte si vous en disposez déjà d'un. Ensuite, vous cliquez sur la rubrique webinaire passé, vous cliquez sur le bouton obtenir une attestation, généralement disponible 2 à 3 heures après la mise en ligne du cours. Vous serez soumis à un questionnaire d'évaluation auquel vous réussirez lorsque vous obtiendrez 60% de bonnes réponses aux différentes questions posées sur la thématique du jour et ensuite vous serez autorisé à télécharger votre attestation de succès. Si vous avez n'importe quelle autre préoccupation, joignez-nous au plus de 129 01 96 50 81 30. Plus de 129 01 96 50 81 30 uniquement par WhatsApp. Merci beaucoup. Et si nous n'avons pas d'autres questions, je remercie encore le professeur et toute son équipe. Je remercie tous les participants et je nous donne rendez-vous samedi prochain pour notre webinaire portant sur les altérations sensorielles. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup, docteur Olivia. Merci beaucoup à l'assistance. Et je suis vraiment désolé pour avoir fait reporter beaucoup de fois ces webinaires. C'est indépendant de ma volonté. C'est certainement lié au déplacement pour les congrès. Donc, merci beaucoup. Et je vais vous partager cette présentation. Et n'hésitez pas encore à nous solliciter pour contribuer, en tout cas, à l'amélioration des connaissances des collègues. Et vraiment, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.